Bonjour Perto. C'est vraiment un grand plaisir de te rencontrer pour parler de ton dernier film Slam. Je profite de l'occasion pour remercier notre ami Jonathan qui a facilité avec beaucoup de professionnalisme cette rencontre. Je rappelle que tu es Parto Sen Gupta, un réalisateur et scénariste d'origine indienne. Tu as travaillé en tant que directeur artistique et directeur de production sur plusieurs films, séries télévisées, publicités en Inde. Tu as ensuite étudié à la FEMIS à Paris. Let the Wind Blue, ton premier film, a été présenté au Festival de Berlin en 2004 et a également été diffusé au MoMA de New York et au Guggenheim de Berlin. Ton second film, Sunrise, sorti en 2014, a été projeté au Busan International Film Festival ainsi qu'à Terpika, Munich et à Londres. Slam est ton troisième film, une coproduction France-Australie, fait sa première au Talent Black Night Film Festival en 2018, puis est présenté au Sydney Film Festival en 2019. Ravi de te rencontrer ce matin, Perto. Merci Abdel Jalil. Merci, je suis très content d'être ici aussi. Oui, donc c'est mon troisième Slam, c'est mon troisième long métrage, mais par contre c'est mon premier long métrage australien. Donc voilà, donc j'ai émigré en Australie à 8 ans et donc c'était mon premier film que j'ai écrit ici. Oui, oui. Tout d'abord, j'aimerais bien partout qu'on projette plus de lumière sur ce film, qui bien évidemment sera le sujet de notre rencontre. D'où est née cette idée de slam? Bon, c'est comme je pense que comme toute histoire, ce film est né aussi de toutes les histoires que j'ai écrites dans ma vie. C'est toujours c'est né des expériences personnelles. Donc, je suis à la fois donc le personnage principal de Slam, Tarek, et quelque part moi-même. Donc, je suis Tarek, je suis enfant de réfugié, je suis immigré et je suis donc, je viens d'un pays qui a été colonisé. Donc, je suis enfant de décolonisé. Donc, c'est beaucoup de chapeaux que Tariq porte aussi et je porte aussi. Et donc, ce film est né quelque part de mon désir de raconter mes expériences d'immigrés, de personnes étrangères qui viennent dans un pays et qui essayent de s'assimiler, qui essayent de faire partie de la population majoritaire, on va dire. Et en fait, ce film, donc Slam, est né. Un jour, je suis allé voir. Donc, on est arrivé en Australie. Je tournais Sunrise à l'époque. Et donc, j'avais rencontré un producteur ici qui m'avait dit, est-ce que tu as une idée de film? Et j'ai dit, écoute, pour l'instant, je viens d'arriver dans ce pays. Il faut que je cherche, je trouve une idée. Et je suis allé, en fait, j'étais invité par quelqu'un pour aller voir un concert de slam dans la banlieue ouest de Sydney où justement il y a des populations qui sont venues du Liban, de Palestine, Soudan. Il y a donc beaucoup de musulmans dans cette banlieue. Et il y a dans le centre artistique, il y avait donc ce concert de slam. Et là, j'ai vu une femme musulmane. Bon, c'était il y a 4-5 ans, donc à l'époque, ici en Australie, il y avait quand même cette guerre contre le terrorisme et tous les politiques, oui. Pardon? Après septembre 2001, ça commence. Oui, donc et là, surtout en Australie, c'est donc toutes ces histoires. Donc il y avait un premier ministre ici qui utilisait ça un peu pour garder le pouvoir. Donc, il y avait beaucoup de descentes de police chez les jeunes, il y avait beaucoup d'arrêts.
Voilà, il y avait une espèce de folie, de démantèlement de réseaux islamistes qui n'existait pas vraiment, mais bon, il y avait quand même certaines personnes. Et j'ai vu cette femme voilée musulmane qui est montée sur le stage et elle a commencé à parler. Pour moi, c'était vraiment un déclic et je me suis dit, cette femme, elle est tellement, elle a cette force dans sa langue, donc dans sa poésie. Il y a une espèce de rébellion, mais aussi un amour pour. Et en fait, elle a terminé sa poésie et elle est partie. Et moi, dans ma tête, j'ai commencé. En fait, cette image qu'on voit dans le film, en fait, à travers le personnage d'Amina, et elle est partie dans la nuit. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si elle disparaît cette nuit? Qu'est-ce qui va lui. Si, pour une raison ou une autre, si elle ne revient pas à la maison, qu'est-ce qui va se passer avec sa famille? Et c'était en fait le début. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire cette histoire. Et après, j'ai dit. Donc, j'ai introduit le personnage de Tarek, en fait, qui va en fait nous raconter l'histoire. Ce personnage qui a quitté cette banlieue et qui est parti vivre ailleurs avec sa femme australienne blanche, et qui a fait une famille, qui a fondé une famille, qui est devenu en fait un Australien blanc, quelque part. Et voilà, donc pour moi, c'est une tragédie. C'est une tragédie qui a quand même pour inspiration des expériences que moi-même j'ai eues, même si je ne suis pas palestinien ni musulman, mais j'ai eu des expériences comme ça. Je suis parti vivre en France en 93. J'ai eu une bourse pour faire des études. Et j'ai fait ma vie là-bas. J'étais assimilé à la culture française. J'étais très amoureux de la culture. Le cinéma français, c'était pour moi quelque chose que j'adorais. J'avais toujours rêvé d'aller à Paris et faire des études de cinéma. Et après plusieurs années de vie là-bas, j'étais jamais français. J'étais jamais accepté par les gens comme étant quelqu'un qui vivait là-bas, qui avait une vie là-bas, qui parlait la langue, qui était intégré, exactement. Et en fait, au bout de, je sais pas, j'ai habité presque 16 ans en France et à la fin, j'avais l'impression que j'étais arrivé avant-hier parce que tout le monde me posait la question d'où je venais. Oui, ça reste toujours une question de vie. Pertou, à côté de vécu personnel, à côté aussi, je me permets de dire ça, tes engagements politiques, que je le connais bien, est-ce que défendre le droit des musulmans à la parole libre, à une existence respectée comme des êtres humains, combattre l'assimilation et la confusion de l'islam et du terrorisme avec la montée des partis et mouvements entre les guillemets nationalistes aux discours xénophobes qui font de l'islam leur cheval de bataille dans les discours médiatiques. Ce n'est pas un risque auquel le cinéaste s'expose aujourd'hui. Oui, moi je pense que pour moi, le cinéma pour moi c'est quelque part je raconte des histoires, mais je raconte des histoires qui m'intéressent. Les histoires qui m'intéressent, c'est des histoires politiques, c'est des histoires qui me concernent. Et ce qui arrive aux gens, au peuple musulman dans le monde, me touche. Je suis solidaire avec ces familles, avec ces jeunes qui me ressemblent quelque part et qui veulent aussi avoir une vie comme tout le monde. En fait, le terrorisme est quelque chose qui a été créé. Donc, bon, il y a eu des attentats, mais les attentats ont permis des gens d'extrême droite ou les gens qui voulaient toujours créer la division dans la société. Et ils ont utilisé ça comme vous disiez, un cheval de bataille, où ils veulent séparer, en fait, ils veulent créer du racisme, quelque chose qu'on peut parler ouvertement. Et moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est déjà arrivé avant,
Et c'est le même système qui est répété, en fait. On répète ce système. On a fait ça aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on répète la même chose. En fait, le même système est répété avec les musulmans. Et demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même notre devoir, quelque part, en tant qu'artiste, en tant que militant, de parler. Et c'est pas parce que je suis pas musulman que je veux parler pour les musulmans. Je parle avec les musulmans. Oui, oui. Le sort démena partout, les rumeurs et les calomnies qui se sont vite nourris de discours de haine qui l'a diabolisé et incriminé injustement, nous aurons renvoie à ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, jusqu'aux écoles, dans les classes des écoles. Même ici en Suisse, ce n'est pas épargné. Malheureusement, de discours racistes, décomplexés et à voix haute. Je veux dire que ce qu'on avait lentement entendu derrière les murs ou dans le privé, on l'entend à travers les écrans et dans les micros, dans le discours officiel de la part des gens qui sont supposés rassembleurs et représentant le peuple dans sa diversité, même dans les pratiques étatiques, les pratiques administratives. Je me souviens lorsqu'on a fait l'association, hein, nous étions traités avec beaucoup de stigmatisation, avec beaucoup de méfiance. La majorité, ce sont des porteurs de noms orientaux, etc. Hein. On parle de l'égalité, de l'absence de discrimination, mais la réalité est loin d'ici. Je me souviens, un responsable m'a dit, mais pourquoi vous faites cette association? Qu'est-ce que vous allez porter pour les victimes, hein? On demande à la communauté, chaque fois qu'il y aura des actions terroristes, on demande aux musulmans d'agir et d'être actifs dans le travail associatif, mais lorsqu'ils font quelque chose, on les traite avec beaucoup de méfiance, ou vigilance, même par des administrations dirigées par des gens de gauche, entre parenthèses, qui nous font toujours le blablabla de l'égalité, de l'intégration. Mais la réalité est loin d'ici. Qu'est-ce que tu penses partout? Oui, moi je pense que c'est quelque chose que je parle un petit peu dans le film aussi. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on vient, si on vient de Palestine ou de l'Inde, on vient en Australie, et en fait, il y a un souhait que en fait, notre culture disparaisse. Et c'est ça, en fait, l'idée. Par l'école, par le langage, on essaie d'effacer notre identité. Et je pense que le problème vient de ça, en fait, d'essayer d'effacer l'identité des gens. Ça fait que les gens deviennent des comme Tarek. Il quitte en fait son identité de les écraser, je dis, partout, je m'excuse, je dis de écraser les identités. Ce n'est pas effacer, écraser. C'est plus violent que l'effacer. Oui, c'est plus violent, bien sûr, c'est plus violent. Écraser, oui. Et Tarek, en fait, il devient quelque chose de incomplet. Il est ni palestinien, ni australien. Il est quelque part au milieu. Et en fait, cette espèce d'espace au milieu, Tarek, à un moment, il dit, je comprends pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je suis ici ou là-bas? Et pourquoi on doit vivre cette situation? Pourquoi on doit vivre, pourquoi on est obligé de choisir? Cette obligation de choisir, mais choisir quoi? Parce que même si on choisit d'être australien, français, suisse, est-ce qu'on nous donne la possibilité d'être comme ça? Et je pense que là, il y a le problème. Le problème, c'est qu'on doit laisser les gens exprimer leur identité. Mais leur identité dans le cadre d'un espace où on vit, on doit respecter les lois. Bien sûr, on est là, on respecte les lois, mais il faut qu'on a cet espace, il faut on nous donne la possibilité d'avoir une fierté de notre identité. Oui, oui.
Et je pense qu'il y a depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, avec Trump, et en fait, ils veulent effacer cette identité. Ils veulent que non, en fait, ils veulent qu'on n'existe plus. C'est ça, en fait, c'est quelque part une espèce d'idée de génocide qui est là dans leur tête. Oui, malheureusement. Oui. Et c'est ça qui est dangereux, et je pense que tout le monde doit faire, tout le monde doit militer contre ça. Tout le monde, tous les gens qui pensent il faut qu'on soit solidaire. Et c'est ça, moi, je pense que ce communautarisme qui est en train de se créer est problématique. On doit être lié avec une idée de politique et que ça doit transgresser la religion, la langue ou notre origine. Je pense que c'est ça qui est important. Et moi, quand j'ai fait Slam, c'était ça mon idée. Et comme je te disais, je me suis fait attaquer aussi par les Palestiniens. Bon, minoritaires, mais il y a eu des gens qui m'ont dit que j'avais pas le droit de faire ce film, j'avais pas le droit de raconter l'histoire palestinienne avec des personnages palestiniens. Je n'ai pas. Parfois, on trouve partout, je m'excuse, parfois on trouve des camps même dans le côté des victimes. Oui. Et donc, quelquefois, ça devient un peu difficile aussi pour nous parce qu'on doit faire face aux gens qui nous opposent, qui sont dans notre camp, qui sont des gens pour qui on fait des choses. Et eux, ils sont contre nous. Mais bon, heureusement, c'est une minoritaire. C'est identity politics. C'est quelque chose... il y a des gens qui pensent que une femme musulmane doit parler des histoires de femmes musulmanes, un homme ne peut pas parler, ou je ne sais pas. C'est un débat, je ne suis pas prêt à participer, mais je ne comprends pas très bien ce débat. Oui. Par exemple, j'ai des exemples de cette volonté d'écraser l'identité des gens, leur appartenance, leur choix. Par exemple, il y a on voit ici, j'ai vu une association qui reçoit de l'argent public au nom de l'intégration, l'accueil des immigrés, etc. Alors, le président de l'association n'a pas honte de déclarer qu'il travaille indirectement auprès des immigrés, surtout la majorité d'origine syrienne, pour la diabolisation de l'islam, pour amener les femmes vers l'élimination, le changement de voile, par exemple. Dans les écoles, par exemple, on convoque les parents pour savoir comment la fille a choisi de mettre le voile. Est-ce que ça a été obligé, etc. Et ça viole la sphère privée, etc. Et ça se passe devant aussi l'absence d'une représentativité des institutions, des personnalités islamiques. Vous parlez de la réaction négative. Même ici, hein, les gens, les musulmans, ils ne sont pas représentés politiquement, même au sein des institutions démocratiques, etc. Ils sont renfermés sur eux-mêmes et choisissent l'isolement. Ils disent, écoutez, nous sommes exclus. Ces gens ne veulent pas de moi, on choisit l'enfermement. Alors, partout, l'immigration, ça a été un autre sujet que tu as évoqué aussi à travers cette précarité de statut, dénaturalisation évoquée à chaque fois, on les jette chez eux, on les renvoie chez eux, ou la sous-estimation sociale et professionnelle. Et on commence à voir que même le responsable politique au pouvoir viole sa neutralité et s'attaque à une communauté en sa totalité. Je pense que c'est quelque chose qui menace la stabilité de la société. Et on oublie aussi l'histoire, on oublie que l'Europe, l'Occident est responsable aussi de déplacement de plusieurs peuples, hein, à cause de la colonisation, l'exploitation, l'émergence politique. En Afrique, par exemple, la France a participé dans le renversement de beaucoup des systèmes politiques, Thomas Sankara, les Belges avec Patrice Lumumba, etc. On oublie l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est des histoires qu'on n'enseigne pas aux gens, dans le sens, on parle de l'Iran,
l'Iran, mais, mais on a mis ces gens en place en Iran et on a enlevé des progressistes qui étaient en pouvoir parce qu'ils voulaient le pétrole. Donc justement, le problème, c'est il y a eu, donc, l'histoire est là. On doit apprendre par l'histoire, mais on est ici. Et qu'est-ce que vous voulez faire de nous? C'est la question que je me pose. Et il faut qu'ils acceptent que nous aussi, dans nos communautés, on a une diversité de choix politiques, d'engagement politique. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens conservateurs, il y a des gens progressistes. Chez les musulmans, chez les hindous, il y a toutes les communautés. Le problème, c'est que ces États nous voient comme des monolithes, et les monolithes, c'est plus facile à gérer. Et après, on met en place des espèces de communicants, et il y a toujours comme vous dites, les associations qui font le pont entre la communauté et l'État, et qui décident avec l'État quelle est l'image de cette communauté. Et ça, j'ai un peu évoqué dans le film, où quand Tariq vient chez sa mère, et il y a des gens à la maison, et on voit qu'il y a une pression de la communauté sur la maman. Et la maman, elle dit, mais c'est ta faute, cette horrible chose nous est arrivée parce que t'es parti, t'as quitté la maison. Et ou quand il est obligé par le oncle Denis de parler contre Amina. Donc, on voit ces gens qui sont là, quand même présents derrière, qui font cette pression sur la famille, sur la communauté. Qu'on est obligé d'être comme eux, ils dirigent, ils disent, vous devez être comme ça. Ça, c'est le bon musulman. Ça, c'est le bon hindou. Ça, c'est le bon noir. On est obligé d'être comme ça. Et cette image est créée par l'État, créée par le pouvoir en place, qui dit, nous, on veut que les gens ressemblent à ça. Un modèle. Ça, c'est notre modèle. Un modèle. Exactement. Un modèle. Et si il y a une déviance, et comme si on était des monolithes, que tous les musulmans, syriens, pakistanais, bangladais, ils sont tous pareils, parce qu'ils sont musulmans. Oui. Est-ce que Parto a été confronté avec le défi les problèmes de la sous-estimation sociale, professionnelle, etc.? Oui, je pense que c'est toujours un problème. Moi, voilà, je suis diplômé de la FEMIS, donc au début, j'ai commencé ma vie quand même en France. Et j'ai connu des gens, et je connais toujours des gens très très bien, comme le producteur français de ce film, des distributeurs, ou toute mon équipe française. Mais j'ai eu quand même des expériences assez horribles au début, quand j'ai commencé à travailler en France, où je travaillais sur un film documentaire, et j'étais payé, voilà, le producteur m'a dit, on va te payer ça par semaine pour travailler. Il y avait un autre réalisateur qui travaillait, un réalisateur blanc, et un jour, on discutait ensemble, et il faisait un autre film, et j'ai dit, alors, t'es payé combien? Et comme ça, on parle, et lui était payé beaucoup plus que moi. Donc, j'ai confronté le producteur, et j'ai dit, je comprends pas, pourquoi est-ce que lui, il est payé plus que moi? Et il a rigolé, et il m'a dit, mais oh, ça va, tu sais, il est français, il mange de la viande, toi, t'es indien, toi, t'as besoin d'un bol de riz. Et j'étais, mais outragé. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais vous comprenez, vous êtes en train de dire un truc raciste. Il dit, non, c'est une blague, je comprends. Je rigole, oui. Je rigole. Ah oui, je rigole, oui. Je suis habitué, mais Voilà. Et des choses comme ça, donc ça, c'est des choses directes qui nous arrivent, et on arrive, voilà, on gère, on se fâche, on trouve la solution. Voilà. Et après, il y avait d'autres choses qui nous arrivent, c'est des espèces d'agressions, mini-agressions invisibles, qui nous blessent tout le long de notre carrière. Oui. Et ça continue. On va dire que sur Slam, j'ai eu des expériences un peu difficiles. Sur chaque film, il y a toujours... on va dire qu'on ne me fait pas oublier que je ne suis pas blanc et que je ne suis pas un réalisateur blanc. Ça c'est quelque chose qu'on me rappelle toujours. Et j'essaye, je m'entoure des gens qui sont bien,
mais il y a toujours quelqu'un qui prend l'opportunité de me rappeler qu'il y a une différence, entre eux et moi. Oui, oui, oui. Le personnage de Tarek fait bien ressortir la thématique de la crise d'identité dont souffrent beaucoup d'enfants, voire d'adolescents de la deuxième génération qui se trouvent tiraillés entre deux cultures et deux systèmes de valeurs opposés et qui les obligent à faire des choix parfois radicaux faute d'acceptation. Tarek, il a essayé d'être australien plus que l'Australie. Il a essayé de fuir son identité, sa famille, ses principes, son histoire, son vécu familial et personnel. Mais enfin, malgré ce déni de soi-même, il a été rattrapé par... qu'est-ce que tu penses? Rattrapé par une tragédie. En fait, c'est ça. Le film, pour moi, c'est la tragédie de Tarek. Tarek est un personnage qu'on a tous connu. C'est la jeunesse qui dit moi je veux vivre comme un Australien. Tarek dit je veux vivre comme un Australien. Je n'ai pas envie d'être un citoyen de deuxième catégorie. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour que ça marche. Et il le fait très bien. Il réussit, il a une maison, il a un business, il est marié avec sa femme, il adore, elle adore. La belle famille qui est quand même assez, ils soutiennent quand même leur projet. Mais malgré tout ça, le jour que Amina disparaît et que la média dit, en fait, elle est partie en Syrie rejoindre l'État islamiste, il est tout de suite, en fait, il est dégradé. Comme si sa situation, il n'était plus la même personne. Oui. Et pour moi, c'est une espèce de... C'est la tragédie. C'est la tragédie qui arrive très, très souvent, de manière différente. On fait des études, on fait tout, et on apprend un boulot, et il y a quelqu'un d'autre, parce qu'on s'appelle Mohamed, ou on s'appelle Krishna, on n'est pas invité. On dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait bien, et pourquoi on ne m'accepte pas comme promis, comme c'est écrit dans les codes de cet État, annoncé, etc. Voilà, exactement. Blablabla. Tout le monde est, voilà, il n'y a pas de, on est les slogans qu'on le voit à chaque campagne de vote, etc. Oui, quand on prend la nationalité ici, on est obligé de faire un serment. Et le serment dit justement qu'il y a une égalité, il y a un test de citoyenneté. Et dans le test de citoyenneté, il y a des questions comme ça. Genre, ici, en Australie, tout le monde est égal. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination à cause de la religion, à cause de l'origine ou couleur de peau. Mais on découvre, en fait, la tragédie de Tarek. Et la tragédie de Tarek, c'est classique. Et il faut dans le sens que si ces États veulent améliorer la vie des gens, il faut qu'ils comprennent cette tragédie, qu'ils acceptent que cette tragédie existe, qu'ils acceptent de réparer cette tragédie. Oui. Et si on ne fait pas, s'il y a pas, s'ils ne sont pas sérieux, ils ne font pas un gros travail sur ça, on aura toujours des problèmes. Oui. Une jeunesse enragée, une jeunesse en rébellion, c'est toujours... Un proie facile pour eux. L'exclusion donne des proies faciles vers le terrorisme, l'exclusion, la xénophobie, le racisme. Oui. Bien sûr. Oui. Et c'est ça qui, en fait, on doit dépenser de l'argent pour créer l'égalité. Et cette égalité est absente pour l'instant. Oui. C'est absent à tous les échelles de la société. C'est absent. C'est pas qu'on dit, oui, d'accord, il y a beaucoup dans une usine, il y a beaucoup de racisme. Non, ça existe dans tous les échelons de la société. Oui. On te refuse dans les postulations, par exemple, dans les domaines de l'enseignement, la fonction publique. On ne te dit pas pourquoi, mais la réalité, on le connaît. Est-ce que
tu penses que aussi le pouvoir public est incapable d'amener, à travers l'enquêtrice, j'ai senti que tu as un souhait, c'est d'établir un vrai dialogue avec la communauté musulmane, avec les représentants de la communauté musulmane, un dialogue basé sur le respect, la compréhension, la concession, etc. Actuellement, en Europe, il n'y a pas de vrai dialogue. On choisit des instances sur la base de clientélisme, etc., représentatif. On choisit les gens comme ça, des figurants. On parle en français, on commence à parler sur la chalgomisation en référence à l'imam Hassan Chalgoum, qui ne connaît rien de la vérité. Je suis un homme libre qui ne connaît rien de la communauté musulmane ni de l'islam. On le choisit comme un référent, le pauvre, comme un clown, mais on n'arrive pas à établir du dialogue avec la communauté, du dialogue avec des vrais représentants, choisir des institutions comme ça, on dit écoutez, voilà, on discute avec ces gens, on va donner de la reconnaissance à telle structure, mais la vérité, c'est une structure vide où il se cache derrière des personnes qui ont des intérêts politiques, personnels, etc. Et on oublie les autres, les vrais acteurs. En plus de ça, il y a les décideurs de la communauté musulmane, les acteurs, les vrais acteurs qui choisissent parfois le repli, l'enfermement sur soi en disant écoutez, quoi qu'on fait, quoi qu'on fasse, nous sommes exclus, nous sommes marginalisés, mal entendus. Alors, on préfère rester chez nous, enfermés chez nous, etc. Qu'est-ce que tu penses à propos du dialogue? Oui, mais le dialogue, il faut, en fait, il y a il faut appliquer des idées comme on applique les mêmes idées qu'on applique dans la société majoritaire, il faut les appliquer aussi chez les minorités, dans les sociétés, les communautés minoritaires. Dans le sens qu'on a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix dans la communauté. Et comme la démocratie, il faut qu'on entende les différentes voix. Et ce dialogue peut être établi si on accepte qu'il y a d'autres voix, qu'on accepte vraiment qu'il y a une liberté de parole, que tout le monde a la possibilité de présenter leurs idées. Et pas, comme j'ai dit tout à l'heure, une espèce de monolithe qui décide, non, c'est comme ça. Tous les musulmans doivent accepter cette idée. On est tous comme ça, que si on vient de Syrie ou de Bangladesh ou du Pakistan, ou, même s'il y a des différences, ou de Maghreb, même si c'est des musulmans, ils n'ont pas la même culture. Il y a quand même, ils ont des spécificités qu'il faut accepter. On ne peut pas appliquer la même chose pour quelqu'un qui vient du Téhéran à quelqu'un qui vient de Tunis. C'est pas la même chose, c'est pas le même homme, c'est pas la même culture. Ils mangent pas la même chose. Et donc le dialogue peut être, oui, on peut établir un dialogue si on arrête de construire ces monolithes qui sont en fait des espèces de poupées en fait qui soi-disant représentent la société, mais c'est à l'image de ce que l'État veut que nous on soit. Oui. Et ça, si on ne fait pas ça, je pense que il faut qu'on ait une représentation dans la vie active. Oui. Et cette représentation n'est pas juste politique, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, qu'on voit des gens, on voit des juges, on voit des enseignants, il faut qu'on soit représenté dans la société, une vraie représentation. Et sans ça, il n'y aura pas de dialogue, c'est sûr. Et je pense que la lutte et prévention contre le terrorisme, la radicalisation passe par l'intégration. La vraie intégration, ce n'est pas l'intégration par des cours de langue fictifs, et quelques apéros, etc. Non. Par un travail de fond. Voilà. Oui, un travail de fond. On devient une vraie partie de cette société, de la grande société. Oui. On n'est plus les minorités. Oui.
Et ce n'est pas par ce logique de méfiance, de stigmatisation, de mépris, etc. Hein. Ce n'est pas par ça. On va finir partout. Je sais que tu es chargé. Hein. La poésie. La poésie a occupé une place très importante dans ce film. Le slam dans le film fait écho au rap et au jazz. Est-ce que, à travers cette concentration partout, a voulu adresser un message d'espoir et un message de révolte et de changement positif? Oui, je pense que le slam, c'est quelque chose, c'est la poésie. Amina, elle est slameuse, elle utilise la langue, elle utilise la culture. Elle, en fait, utilise l'anglais comme sa langue principale pour parler de ses idées. Sa rébellion, sa voix un peu politique qui dérange les gens, et sa voix, mais dans la langue du colonisateur. Elle l'utilise très, très bien. Et pour moi, je pense que j'ai utilisé la poésie parce que je trouve que dans toutes les luttes, la poésie fait partie de toutes les luttes. Que ce soit des guerres d'indépendance ou toutes les guerres, toutes les luttes, les rébellions, il y a toujours la poésie, il y a toujours le chanson. Et moi, je voulais utiliser la poésie parce que pour moi, c'est quelque part, c'est un acte paisible, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour de la langue. On utilise la langue, on utilise les mots pour dire des choses et les mots blessent, bien sûr. Oui. Et les paroles d'Amina blessent les gens. Mais c'est des paroles qui nous font réfléchir. Et pour moi, c'est ça la violence que les paroles créent des violences. Et la poésie peut être très, très belle et très, très violente. Oui. Et je voulais créer ce personnage d'Amina qui est très forte, mais sa violence, c'est ses paroles. C'est la beauté de ses paroles. Oui. Elle quelque part, elle devient... En fait, elle est assimilée ou intégrée comme Tarek, mais d'une manière différente. Oui. Elle est australienne parce qu'elle utilise la langue des colons australiens, l'anglais, comme son cheval de bataille. Oui. Merci beaucoup. Et je ne vais pas faire un spoiler, mais ça devient justement la cause pour laquelle elle disparaît. Elle disparaît parce qu'elle a cette belle... Elle a ses belles paroles, elle a sa poésie. Oui. Je pense que c'est la disparition pour la renaissance. Peut-être, oui. On laisse les gens découvrir. Bien sûr. Partout, ça a été vraiment un plaisir pour moi et un honneur. Hein. On t'attend prochainement en Suisse comme invité de la coordination islamique suisse. J'espère que jusqu'à ce jour, tu porteras bien, plein de santé, plein de succès, plein de bonheur. Merci beaucoup. Hein. Mille merci partout. Merci beaucoup. Merci Abdel Jalil. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci.